Donc bienvenue, à toutes et tous pour ce webinaire de restitution de l'étude sociologique Écotaf, sur la mobilisation écologique des salariés en entreprise. Vous êtes donc en format webinaire, donc vos micros et caméras sont coupés, mais vous avez la possibilité tout au long de poser vos questions dans l'onglet Q&R. On aura, un temps à la fin de la présentation pour prendre, les questions et y répondre. Pour vous informer, donc ce webinaire est enregistré, donc il y aura un replay. Voilà, donc tout sera enregistré et puis, tout au long de l'heure, de ce webinaire, vous aurez des petits sondages, enfin quelques petites questions, voilà, qui seront, bien sûr anonymes. C'est plus pour agrémenter un peu le webinaire. Voilà, donc pour commencer déjà, les gens continuent à s'inscrire, mais donc on a eu 150 personnes qui se sont inscrites pour participer au webinaire. Donc pour voir un peu les profils des différents participants, donc on a une petite majorité de salariés engagés et puis des responsables RSE. Et ensuite, on a des porteurs des dispositifs de mobilisation. Donc, vous en saurez plus tout à l'heure quand Gaëtan vous présentera les enseignements de l'étude. Et puis, des consultants chercheurs et également des gens de l'ADEME, des organisations professionnelles, quelques journalistes et des collectivités. Donc, bienvenue à tout le monde. Ça continue encore d'arriver. Et je vous propose qu'on arrive. Donc, pour commencer, en attendant que les gens continuent d'arriver, on vous propose un petit sondage pour en savoir un peu plus encore sur vous. Donc, à quel type d'organisation appartenez-vous? Tout le monde n'a pas encore répondu. On a la moitié à peu près. On donne quelques secondes pour répondre. Pour l'instant, c'est une majorité issue du secteur public. Et ensuite, on a quelques TPE et grandes entreprises. On a encore quelques secondes pour répondre à ce sondage. Les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à répondre pour voilà, savoir un peu plus d'où on est. Je propose qu'on arrête le sondage pour pas perdre trop de temps. Voilà. Merci d'avoir répondu. Donc voilà, pour introduire ce webinaire, avant de donner la parole à Gaëtan, donc je suis Anaïs Roxy, je suis sociologue à la direction prospective recherche de l'ADEME. Et donc, j'étais partenaire de cette étude. Donc l'ADEME, elle a pour rôle effectivement d'accompagner la transition écologique et la mobilisation à la fois des citoyens, des acteurs publics dans les territoires et des acteurs économiques, avec pour objectif de limiter le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur et urgent à faire évoluer nos modes de production, de consommation, à faire évoluer nos modes de vie et les modèles économiques des entreprises pour limiter nos impacts. Et donc, en ça, les entreprises ont un rôle essentiel à jouer. Et donc, cette étude Écotaf, elle s'intéresse donc à la mobilisation des salariés en entreprise. Elle fait suite à d'autres études qui ont été menées par Gaëtan Brispierre précédemment, auxquelles l'ADEME avait également contribué, notamment sur le sujet des transféreurs. C'est peut-être un terme qui parle à certains. Donc, ces salariés qui diffusent des pratiques écologiques entre les sphères personnelles et professionnelles. Donc aujourd'hui, on va vous parler des écotaffeurs. Et donc, à travers ces différents travaux, on peut voir que la mobilisation écologique des salariés prend de l'ampleur.
qu'elle se structure, qu'elle permet de faire bouger des choses dans l'entreprise. Et donc même si les grandes entreprises ont mis en place depuis longtemps des démarches, RSE, on voit, que le mouvement actuel est désormais porté aussi par l'engagement écologique des salariés, et donc des salariés qui contribuent et qui cherchent à contribuer à façonner la transformation écologique de leur organisation et à accélérer, la transition écologique de la sphère productive. L'enjeu et c'est bien l'ambition de ces salariés, c'est finalement aussi de dépasser les éco-gestes, pour engager des transformations, beaucoup plus structurantes, organisationnelles au niveau des pratiques métiers, des modèles d'affaires et cetera. Et pour autant, on voit bien que la mobilisation des salariés, même si elle permet de faire bouger des choses, elle suffira pas forcément à elle seule et qu'elle doit être renforcée, aussi soutenue, couplée avec un engagement, plus marqué, notamment des dirigeants, de l'entreprise. Donc l'étude, elle a ainsi cherché à à explorer, cette articulation entre, d'un côté, les initiatives des salariés, les démarches RSE de l'autre et puis tous ces dispositifs externes à l'entreprise qui contribuent à soutenir cette mobilisation, interne à l'entreprise. Donc je remercie, Gaëtan Brispierre et son équipe, Marguerite Demour et Mathilde Joly-Pouget qui ont réalisé, ce travail, qui est un travail de grande qualité, qui ont donné l'opportunité aussi de réunir 5 partenaires autour de ce projet, donc l'ADEME, mais aussi l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, donc qui est représenté par, Géraldine Faure qui, relaiera notamment, vos questions, dans le temps imparti à la fin de ce webinaire. Et puis donc, chez l'ORS, Hélène Valade et Lydie Recorbet également. C'est également, le collège des directeurs du développement durable, représenté par, Capucine Jacquemin et Agnès Rambaud. Partenaire également, autour de ce projet, Entreprises pour l'environnement qui était représenté, qui est représenté par David Laurent et Alicia Lachaise. Et puis enfin à 4MT, Action pour la transformation des marchés, qui avait, également travaillé sur, les études précédentes sur les transféreurs avec Gaëtan et qui était représenté dans le partenariat autour de cette étude par, Nathalie Assal, Max Vattebled et Cédric Borel. Et puis je remercie, également les collectifs, donc Quentin Bordet et Paul Chalabresse qui ont participé, aux côtés des partenaires de l'étude à l'organisation de ce webinaire. Et donc voilà pour, vous donner, une petite introduction et donner la parole, maintenant à Gaëtan, pour vous présenter les principaux enseignements de l'étude. Donc avant de lui donner la parole, on a juste une deuxième petite question à vous poser. Donc selon vous, où en est la mobilisation écologique des salariés dans votre entreprise, pardon? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle n'a pas vraiment commencé ou qu'elle est en tout cas, elle est pas visible? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est naissante? Il y a des premières initiatives qui naissent? Ou est-ce que, elle est très active, ou il y a plusieurs actions qui sont mises en place, nombreux salariés engagés, et cetera? On vous laisse, quelques secondes pour répondre et puis ensuite, Gaëtan, je te donne la parole. On voit que dans les réponses, elle est surtout naissante, en tout cas pour les entreprises des participants à ce webinaire, et puis elle est aussi active presque pour un tiers d'entre eux. Et pour ceux pour qui elle n'a pas encore commencé, on va dire qu'ils ne sont pas présents à ce webinaire, parce que il y en a sans doute beaucoup des entreprises où elle n'a pas commencé cette mobilisation, où elle n'est pas visible. Et donc, on a là, vous êtes un public de personnes intéressées, concernées par le sujet au sein de votre entreprise. Je suis très content d'avoir ce temps de présentation de cette étude. On n'avait pas eu l'occasion de la présenter publiquement. Anaïs a bien voulu citer l'équipe avec laquelle j'ai pu la réaliser. Donc, j'y reviens pas. Cette étude, elle est partie d'un constat qu'il y avait une montée en puissance en fait d'un phénomène d'engagement écologique des salariés et que cet engagement, il a pris un tournant au moment des années 2000. Il y a eu donc cette émergence de nouvelles figures sociales de l'écologie. Alors, en lien avec le travail, vous avez entendu parler des bifurqueurs, ces étudiants qui refusent de travailler dans des entreprises polluantes
Et puis moi, j'avais parlé des transféreurs, Anaïs l'a rappelé. Et on a eu aussi un phénomène qui a été le succès de la fresque du climat, qui a concerné plus d'1 million de personnes et beaucoup dans les entreprises. Et dans le sillage de cette fresque, on a vu émerger un foisonnement de dispositifs de mobilisation qui pouvaient être issus du monde associatif, de l'ESS ou de la tech. Et donc, l'étude qu'on vous présente, elle cherche à mieux connaître ces dispositifs qui sont extérieurs aux entreprises, mais qui vont s'adresser aux salariés pour les soutenir dans leur engagement sur la transition écologique. On a choisi de se focaliser en particulier sur les dispositifs qui concernaient des entreprises privées, même si une partie des dispositifs étudiés concerne aussi, par exemple, le secteur public. Mais l'idée, c'était de mieux comprendre l'impact sur ces entreprises privées. On est dans une approche qualitative, donc désolé de vous décevoir, mais il n'y aura pas de chiffres dans cette présentation. L'intérêt de cette approche qualitative, ça va être d'explorer le phénomène en profondeur, d'en décrire les mécanismes, de vous donner des clés de compréhension, ce qui va vous aider à mieux le penser et peut-être agir avec. Et donc, on a fait une trentaine d'entretiens semi-directifs, environ 1h30 chacun, et puis on a fait des observations aussi des moments forts des dispositifs. Deux grandes phases dans la méthodologie, une phase de panorama. On a fait l'inventaire d'une trentaine de dispositifs de mobilisation, puis on en a choisi une douzaine et on a fait des entretiens avec les porteurs. Alors évidemment, ce n'est pas un panorama exhaustif, je le dis tout de suite, et on vous proposera d'ailleurs un exercice pour le compléter. Mais ça a quand même permis d'avoir une première analyse du paysage de l'offre de mobilisation et de décortiquer le fonctionnement de certains dispositifs. On a fait notamment des fiches pour ces 12 dispositifs que vous pouvez retrouver dans les livrables. La phase 2, c'est des études de cas en entreprise. On a choisi 4 dispositifs qui nous paraissaient emblématiques d'une forme de mobilisation, puis on a mené l'enquête auprès de 12 entreprises dans lesquelles ces dispositifs sont actifs. Chaque fois que possible, on a croisé le regard d'un salarié engagé et d'un responsable au sein de la même entreprise. Et il faut noter que c'est majoritairement des grandes entreprises, mais je ne vais pas les citer puisque évidemment on a garanti l'anonymat des répondants. Alors, vous voyez là le résultat de la première phase, qui est le panorama de dispositifs auxquels on a abouti. Il s'organise en deux grands axes. Donc, on a en axe horizontal les objectifs des dispositifs qui vont varier entre transformation personnelle à gauche et puis changement organisationnel à droite. Donc, on a des dispositifs qui partent du hors-travail en se positionnant sur, par exemple, l'engagement citoyen. C'est le cas de vendredi. On a d'autres dispositifs qui vont plutôt mixer éco-gestes à domicile et éco-gestes au bureau. Donc ça, c'est par exemple le challenge environnemental d'Énergique. Et puis, on a de plus en plus de dispositifs, on y reviendra, qui se positionnent sur les pratiques métiers et leur transformation. Et certains aussi ambitionnent d'aller jusqu'à une évolution du business model des entreprises. Et là, on verra qu'il y a des difficultés qui se posent. Le deuxième axe de cette segmentation, c'est le point d'entrée dans l'entreprise. Tous les dispositifs ciblent les salariés. On est bien sur la mobilisation des salariés, mais certains vont rentrer par les chefs d'entreprise ou par les responsables, on va dire. Ça peut être des responsables RSE, mais aussi des responsables RH. Ça peut être aussi des dirigeants quand il s'agit de PME. Et puis, on a d'autres dispositifs qui vont entrer dans l'entreprise directement par des salariés engagés. Alors, on a identifié donc 4 grands types de dispositifs de mobilisation. On pense que ces types sont valables au-delà des 12 dispositifs du panorama. Ce qui est commun à tous, c'est qu'ils vont partager l'ambition de dépasser la sensibilisation pour aller plutôt vers le passage à l'action des salariés, mais ils le font de différentes manières. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans cette typologie, c'est de voir qu'une forme de dispositif va être associée à une stratégie d'incitation à l'action. Quatre types. On a les ateliers qui vont jouer sur la dynamique du groupe de pairs, et donc c'est du partage d'expérience, c'est de l'émulation collective, c'est du sentiment d'appartenance,
Et donc là, on a notamment travaillé sur 2 tonnes, qui est un jeu de rôle de 3 heures pour se projeter collectivement sur un scénario à 2050. On a ensuite les parcours de formation ou d'accompagnement. Et donc là, on va plutôt être sur la transformation de l'individu. On va lui faire vivre une sorte de rite de passage parce qu'il va monter en compétences, il va pouvoir travailler sur ses émotions vis-à-vis du réchauffement climatique, il va faire l'expérience de nouvelles méthodes collaboratives et on a notamment travaillé sur Corporate for Change qui propose aux salariés des parcours d'intrapreneuriat pour développer un projet à impact social ou écologique. On a également un type qui relève du digital avec des plateformes ou des applis qui s'appuient sur les ressorts de la gamification. Donc on est sur la mise au défi, on est sur l'émulation par la compétition, on est sur le ludique et tout ça, ça va permettre de toucher plus largement dans l'entreprise qu'un public de personnes déjà sensibilisées. Et on a notamment travaillé sur la plateforme LACA qui permet aux salariés répartis sur de multiples sites de l'entreprise de déclarer leurs actions locales RSE et de s'inspirer via un catalogue d'actions. Et puis enfin, dernier type, celui des réseaux. Et donc là, on est face à des fédérations de groupes de salariés activistes de l'écologie en entreprise. L'avantage du réseau, c'est qu'il va renforcer la capacité d'action de ces groupes locaux et il va leur apporter une dimension politique. Et donc, on a notamment travaillé sur les collectifs, qui réunit plus de 250 groupes de salariés et qui bénéficie aussi d'une visibilité médiatique, ce qui va donner du poids à ces groupes en interne. Alors, un petit jeu, si je puis dire. On voulait profiter de ce moment pour faire un recensement collaboratif des dispositifs. Nous, on a fait un panorama avec 12 dispositifs, on en avait recensé une trentaine initialement, mais dans les réactions qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux au moment de la publication de l'étude, beaucoup ont signalé que le panorama n'était pas exhaustif. Ce n'était pas son objectif, mais effectivement, c'est important de le préciser. Et donc, on vous propose, au fur et à mesure là, du webinaire, d'utiliser le chat, d'utiliser la conversation pour nous indiquer quels sont les dispositifs de mobilisation écologique que vous connaissez et qui ne figurent pas dans l'étude. Et donc, vous pouvez nous indiquer leur nom dans le chat et puis le type auquel ils correspondent selon vous. Est-ce que c'est un atelier, un parcours, un réseau, une plateforme digitale? Et peut-être, je remets quand même le panorama des dispositifs qu'on a étudiés afin qu'il n'y ait pas de doublons. Voilà, et avant de poursuivre, on voulait lancer une question de sondage. Donc, je la lis. Quels sont, à votre connaissance, les types de dispositifs de mobilisation écologique existants dans votre entreprise ou qui ont existé? Alors, les parcours de formation ou d'accompagnement, les ateliers, les plateformes, les réseaux ou aucun de ces dispositifs. On vous laisse un peu de temps pour répondre. On voit qu'il y a une majorité d'ateliers qui se dégagent. La fresque du climat, je le disais, le plus connu, mais on n'a pas forcément travaillé sur celui-là. Et puis après, presque à part égale, on a des plateformes, des parcours et des réseaux. Et peut-être un peu plus de réseaux, et c'est peut-être aussi logique parce qu'on avait communiqué via le réseau des collectifs autour de ce webinaire. Propose de poursuivre et n'hésitez pas à compléter dans la conversation les dispositifs que vous connaissez. Alors, comment apparaît finalement un dispositif de mobilisation écologique au sein d'une entreprise? Il peut apparaître soit spontanément via des salariés, soit sous l'impulsion de responsables RSE et parfois d'ailleurs les deux en parallèle. On a des salariés moteurs de la mobilisation écologique dans les entreprises. On a constaté que c'était des cadres, souvent jeunes, moins de 40 ans, en recherche de sens au travail, mais on a aussi des moins jeunes, ce que j'appelle sur un mode crise de la quarantaine. Ils font partie de réseaux comme The Shift Project, sont des fresqueurs, et ça leur apporte des ressources pour initier un dispositif de mobilisation. Ce
qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces salariés, ils suivent un peu toujours le même parcours d'engagement. Première étape, ils ont un déclic écologique personnel. Alors, c'est le confinement, c'est à l'occasion d'un voyage à l'étranger, et ça va déclencher une phase d'acculturation intense à l'écologie, à travers des lectures, des vidéos, et puis des changements dans leur vie personnelle. Mais deuxième étape, qui est l'étape pivot, que j'ai appelé le dilemme de l'insider activist. Insider activist, c'est une notion qui existe dans la littérature anglo-saxonne. C'est l'étape où les salariés vont se poser la question de la démission. Est-ce que finalement, compte tenu de ce déclic écologique, mon activité est bien conforme à mes convictions? Mais en même temps, on voit que c'est des gens qui éprouvent une loyauté à leur entreprise. Et la troisième étape, c'est donc celle du choix de rester dans l'entreprise pour faire bouger les lignes de l'intérieur, comme ils disent. Et donc, ça correspond à la croyance que leur impact sur la société, leur impact sur la transition, sera supérieur s'ils restent dans l'entreprise par rapport à d'autres engagements, notamment l'entrepreneuriat. Euh, voilà. Et donc, du coup, à partir de là, ils vont commencer des actions en interne. Donc, ils vont, par exemple, lancer un atelier d'automne ou essayer de rencontrer d'autres salariés engagés sur ces questions, ce qui, évidemment, peut faire émerger ensuite un collectif. Mais attention, les salariés n'ont pas le monopole de l'initiative de la mobilisation écologique et le lancement de certains dispositifs qu'on a étudiés résulte d'une décision de l'entreprise. Donc, c'est une décision qui va se baser sur le volontarisme d'un responsable, généralement RSE, qui a parfois expérimenté personnellement le dispositif. Par exemple, il a fait Ticket for Change. Et aussi, il peut chercher des alternatives par rapport à des actions de sensibilisation qu'il menait auparavant, qui étaient un peu atomisées. Il s'est trouvé confronté à des difficultés et il va lancer une plateforme type LACA. Et donc, pour ces responsables RSE, on voit que lancer ces dispositifs, ça demande un véritable engagement parce qu'ils doivent obtenir un budget, ils doivent obtenir l'aval de la direction. Et c'est vécu par eux comme une certaine prise de risque parce qu'ils sont finalement solidaires de la réussite de ces dispositifs qui, à la base, sont externes à l'entreprise. Et donc, cette prise de risque, elle doit être compensée par un lien de confiance qui se crée avec les porteurs de dispositifs via de l'interconnaissance, via la notoriété du porteur ou l'appartenance aux mêmes communautés, notamment Bicorp ou les entreprises à mission. Alors, qu'elle soit spontanée ou impulsée, la mobilisation écologique, elle s'ancre aujourd'hui dans les enjeux RSE de l'entreprise. Hein, et c'est ce qui fait que, c'est une des raisons qui fait qu'elle prend de l'ampleur, elle fonctionne bien. Avant de rentrer dans ces enjeux RSE, peut-être préciser un élément de contexte général qui est que on est en ce moment dans un phénomène de montée en puissance de la RSE dans les entreprises. Les réseaux partenaires de cette étude le constatent bien. Dans des petites entreprises ou des PME, la fonction peut être créée. Les équipes dans les grandes entreprises se renforcent. Le responsable se rapproche du CODIR. Et on a évidemment, tout ça est évidemment aussi poussé par les obligations de déclaration de performance extra-financière qui vont amener les entreprises à réviser ou à écrire une stratégie RSE. La transition écologique, de manière générale, elle va intégrer désormais de plus en plus souvent les priorités stratégiques de l'entreprise. Et évidemment, l'entreprise a donc besoin d'associer les salariés à cette bifurcation qui est quand même importante. Même si pour la RSE, la mobilisation écologique des salariés, ce n'est pas affiché forcément comme une priorité. Hein, les enjeux réglementaires, notamment, les préoccupent beaucoup en ce moment. On voit que de plus en plus, cette mobilisation écologique apparaît comme une condition de réussite des autres objectifs de la RSE, parce que la RSE, c'est une fonction qui est fondamentalement dépendante de l'implication des salariés. Et donc, l'avantage de ces dispositifs de mobilisation, c'est qu'ils vont entretenir un terreau favorable, y compris à d'autres actions qui ont pu être déjà engagées dans ce sens. Et donc, 4 grands enjeux RSE que la mobilisation écologique des salariés vient alimenter, c'est d'abord l'acculturation des salariés aux enjeux écologiques et à la stratégie RSE,
parce que c'est évidemment essentiel que tous les salariés maîtrisent le sens de ces changements. Et donc là, on voit que la mobilisation, elle va s'ajouter à des formations descendantes, à des consultations sur la stratégie, et on voit des combinaisons comme un atelier d'automne qui peut être organisé en amont de l'annonce d'une nouvelle feuille de route RSE. La mobilisation des salariés, ça suscite aussi de l'appropriation locale de la RSE et ça favorise des initiatives sur les sites. Et donc, on a déjà des équipes RSE qui peuvent organiser des événements comme des semaines du développement durable. Mais quand on a un challenge qui est lancé, un réseau d'ambassadeurs, une plateforme, on voit que ça vient stimuler les actions locales et les faire remonter. Autre enjeu, c'est l'intégration de la transformation écologique dans les métiers. Donc là, la RSE peut déjà animer des managers sur ce sujet, il y a du coaching, des référentiels, des indicateurs, mais le lancement d'un parcours d'entrepreneuriat permet aux salariés de transformer des idées d'amélioration des métiers en projets concrets qui sont ensuite portés par l'entreprise. Et puis enfin, dernier enjeu RSE qui est concerné, c'est la valorisation de la RSE auprès des autres directions de l'entreprise. Et on a par exemple l'existence d'un collectif de salariés engagés qui peut devenir un avantage en termes de marque employeur pour les RH. Alors, la mobilisation écologique, elle se diffuse en taches d'huile en touchant progressivement les différentes catégories d'acteurs de l'entreprise. Et en premier lieu, les salariés. Vis-à-vis d'eux, les dispositifs qu'on a étudiés, ils oscillent entre deux stratégies. Une stratégie qu'on a qualifiée d'intensification, rassembler les plus motivés pour agir avec eux, et puis une stratégie qu'on a qualifiée de massification, aller chercher un public non sensibilisé. Excusez-moi. Les dispositifs permettent d'enrôler les salariés à différentes échelles et chacun peut donc participer à son niveau. On a les moteurs, donc c'est ceux qui initient ou font fonctionner un dispositif au quotidien, et donc ça peut être 2 tonnes, ça peut être un collectif de salariés, ils vont en faire l'animation, ils vont faire la relation avec la RSE, la communication pour recruter. Mais quand on est sur des dispositifs initiés par la RSE et donc par l'entreprise, l'enjeu va plutôt être de trouver des salariés relais, c'est-à-dire volontaires pour contribuer régulièrement. Donc ça peut être des personnes déjà sensibilisées à l'écologie, des piliers de l'entreprise, des gens connus pour d'autres initiatives, des gens qui font partie de l'encadrement. Et puis ensuite, on a une autre catégorie de salariés qui sont les participants, qui vont être plus distants, ils ont une implication ponctuelle dans ces dispositifs et aussi incertaine. Et donc là, on a repéré plusieurs stratégies pour les impliquer, utiliser un ton informel dans la communication, solliciter leurs idées, animer des communautés, passer par les managers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le temps d'engagement, c'est vraiment le point dur de la participation des salariés moteurs et relais. Il faut voir que ces salariés ne disposent presque jamais de temps dédié pour cette activité, alors qu'ils y passent plusieurs heures par semaine. Donc, on a recensé dans l'étude, là vous le voyez sur la diapo, les mots utilisés pour qualifier ce temps magique consacré à l'engagement écologique et les différentes tactiques utilisées pour dégager ce temps. Donc, c'est les temps morts de l'activité professionnelle, le déjeuner, la fin d'après-midi, mais c'est aussi utiliser des temps sanctuarisés par l'entreprise, des formations, des séminaires d'équipe. Et c'est aussi un temps que l'on obtient en impliquant les managers, de qui on va obtenir un consentement qui peut même être tacite, avec souvent un flou sur le temps réellement accordé, et parfois un peu plus de formalisation de ce temps-là, même si c'est rare que ça intègre la fiche de poste. Et donc, peut-être ce que je peux dire pour conclure cette slide, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un risque d'essoufflement de cette dynamique si on n'accorde pas du temps aux salariés sur ces sujets-là, en tout cas aux plus engagés, aux plus moteurs. Donc c'est comme ça qu'a émergé dans nos discussions autour de la valorisation de cette étude la proposition d'un crédit temps écologique. Alors il y a les salariés, mais la mobilisation écologique, elle passe aussi par l'enrôlement des décideurs de l'entreprise. Quand un dispositif vient des salariés, la collaboration avec la RSE est indispensable.
Et là, on a distingué 3 modes de collaboration entre les porteurs du dispositif, donc salariés, et puis la RSE. Alors, on a des RSE facilitatrices. Hein, c'est celles qui vont aider les salariés à faire avancer leurs projets grâce à leur connaissance des rouages de l'entreprise et puis en aiguillant vers les bonnes personnes. On a des RSE qui voient plutôt ces dispositifs comme un risque et donc elles vont se positionner en garde-fou pour s'assurer que les initiatives des salariés soient bien alignées avec les objectifs des entreprises. Et puis, on a des RSE qui voient ces dispositifs comme plutôt une opportunité et on les a qualifiés de suivistes à partir du moment où elles vont s'appuyer sur l'expertise des salariés moteurs pour mettre en place des actions de sensibilisation, mobilisation qui deviennent du coup une brique de leur stratégie. Ce qui a été le plus riche, c'est vraiment le cas des collectifs de salariés sur cette relation avec la RSE, parce que c'est vraiment celui qui suscite le plus d'interrogations, voire de craintes chez les responsables RSE qui peuvent à un moment découvrir, parfois presque par hasard, l'existence d'un collectif de salariés engagés dans leur entreprise. Pourtant, les collectifs, en tout cas au niveau de la fédération, ils vont se présenter plutôt comme un pourpouvoir, par contraste avec une posture parfois revendicative des syndicats et être un véritable sparring partner pour certaines RSE. L'autre aspect, c'est que pour se généraliser, la mobilisation écologique doit toucher les multiples pôles d'influence de l'entreprise. Alors, les services supports, notamment les RH, la formation, la com interne. Pourquoi? Parce que c'est des alliés clés qui ont des ressources pour accélérer la diffusion au niveau des salariés, à condition de trouver les arguments pour les intéresser. Hein, et donc, les RH, par exemple, ça va être de lutter contre le désengagement au travail. Une autre catégorie de décideurs, un peu plus récalcitrante cette fois, ce sont les managers d'équipe. Une partie d'entre eux vont considérer que la mobilisation écologique, c'est du temps perdu par rapport aux objectifs opérationnels. L'erreur à ne pas faire, ce serait de leur imposer que tous les salariés fassent du 2 tonnes ou de la fresque du climat. Non, il faut plutôt chercher les bons arguments pour les convaincre, motivation et cohésion d'équipe notamment, et puis se dire que les salariés, les managers n'aiment pas se retrouver les moutons noirs et être les derniers impliqués sur ces sujets. Une autre catégorie de décideurs, c'est les dirigeants de l'entreprise. Là, évidemment, leur implication augmente l'impact de la mobilisation, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle dépend essentiellement de leur sensibilité personnelle et qu'on le déplore ou non, tous les dirigeants sont aujourd'hui pas sensibles à ces sujets-là, même si certaines associations y travaillent activement. Et donc, dans les tactiques qu'on a recensées, c'est notamment l'idée de faire participer les dirigeants au dispositif, être par exemple jury des projets de corporate fortune, tester un atelier de tonnes. Et puis enfin, la question des syndicats, alors pas tellement en centrale, mais plutôt des représentants du personnel, des CSE. Ce qu'on a constaté dans l'enquête, qui n'est pas représentative évidemment, on est en qualitatif, c'est que pour le moment, les CSE apparaissent assez en retrait de ces sujets de mobilisation écologique. Pourtant, ils ont de nouvelles prérogatives, hein, vous le savez, depuis la loi climat et résilience, et les centrales s'activent pour les faire bouger. On a la CFDT qui a les sentinelles vertes, la CGT, le radar écologique, et puis on a évidemment le printemps écologique, nouvelle forme de syndicalisme écologique, mais les élections étaient encore trop récentes pour qu'on puisse vraiment l'intégrer, en tout cas dans des cas d'études approfondies. Globalement, ce que je dirais, c'est quand même qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de reconnaissance et de valorisation des salariés engagés par les entreprises qui me semble important à adresser. Alors, les conditions de succès, il y a tout ce travail relationnel que je viens d'évoquer, mais il y a aussi les caractéristiques de l'entreprise et il y a aussi des trajectoires de développement propres à chaque dispositif. On ne pourra pas tous les faire, évidemment. Ce qu'on a identifié dans l'étude, c'est que certains contextes d'entreprise sont plus ou moins propices à la mobilisation. On a surtout enquêté dans les grandes entreprises et donc on peut en déduire que c'est une zone
où la mobilisation est active. Et pourtant, on a un paradoxe parce que la grande taille d'une entreprise peut être vécue aussi comme une contrainte à cause de la dispersion géographique des sites et du contexte de changement organisationnel un peu constant. Il y a tout le temps des réorganisations dans les grandes boîtes, vous le savez. Ce qu'on a identifié aussi, c'est qu'on a des cultures d'entreprise qui sont fertiles pour la mobilisation. Alors, ça peut être un historique d'engagement social qui s'avère facilement transposable à l'écologie. C'est aussi des pratiques de consultation sur la stratégie, sur la raison d'être, ça aussi, ça va être favorable. C'est les entreprises qui ont une gouvernance orientée sur le long terme plutôt des objectifs de rentabilité court terme. Et puis, on a aussi tous ces modèles de management horizontaux qui valorisent l'autonomie, hein, de type entreprise libérée, sans forcément aller jusque-là, mais on voit que tout ça est très favorable à la mobilisation écologique. Enfin, la démographie de l'entreprise influe de manière ambivalente sur son potentiel de mobilisation des salariés. Le potentiel serait plus fort chez les jeunes, mais leur haut niveau de turnover, c'est aussi un handicap. On voit aussi qu'il serait plus fort chez les cadres, mais on a repéré que certaines professions au statut privilégié sont assez difficiles à mobiliser. Alors, le développement de la mobilisation, il va s'apprécier différemment en fonction des dispositifs, des types de dispositifs, qui ont chacun une trajectoire singulière. On a travaillé sur les ateliers, les parcours, les plateformes, mais là, on va regarder l'exemple des collectifs et donc plutôt des fédérations. En général, quand on veut dire qu'un collectif se développe, on mentionne le nombre de participants, et c'est vrai qu'il peut être élevé. Hein, dans certaines grandes entreprises, les collectifs atteignent plusieurs milliers de membres. Mais ce qu'on a vu aussi à travers l'enquête, c'est que la vision du développement d'un collectif doit intégrer d'autres dimensions. Son étendue sur le plan géographique, est-ce qu'il y a des groupes locaux, aussi bien que la diversité des profils, pour ne pas être sur une approche trop élitiste. Il y a également le degré d'engagement de ses membres, parce que la croissance numérique du collectif peut aller de pair avec une dilution de l'engagement. On a la reconnaissance du collectif par l'entreprise. Devient-il un partenaire de dialogue social? Et puis enfin, la maturité de la vision du collectif, au sens de est-ce qu'il y a des priorités, est-ce qu'il y a un projet? Dernière slide avant d'en passer à la conclusion. C'est quoi les effets finalement de ces dispositifs qu'on a constatés dans l'enquête? On a constaté surtout que la mobilisation écologique venait alimenter des transformations déjà en cours dans l'entreprise à différents niveaux. Alors, au niveau de l'organisation, la mobilisation écologique, elle participe d'abord d'un changement du mode d'exercice de la RSE vers un modèle plus contributif, qu'on peut d'ailleurs mettre en lien avec un autre mouvement qu'on a constaté, qui est celui de la décentralisation de la RSE vers les entités métiers. On voit bien comment ces dispositifs qu'on a étudiés facilitent l'émergence de communautés de salariés avec lesquelles les équipes RSE apprennent à collaborer, et on a notamment cette normalisation de la fonction d'ambassadeur RSE dans les différents sites ou les différents métiers. On voit aussi que la mobilisation écologique contribue à remettre en cause le modèle managérial hiérarchique. Et pourquoi? Parce que ces dispositifs, ils amènent une certaine transversalité entre les niveaux hiérarchiques, les sites, les métiers, et ils vont même donner de l'influence et de l'écho en interne à des profils de salariés qui n'ont pas de pouvoir hiérarchique, ce qui peut d'ailleurs perturber certains managers. Alors la grande question, c'est est-ce que la mobilisation accélère la transformation écologique de l'organisation? Et Anaïs le disait au début, au-delà de la seule diffusion des éco-gestes, qui d'ailleurs est aussi dans le cadre des dispositifs type plateforme, est bien mesuré. Hein. On voit quand même des chiffres assez impressionnants sur la diffusion de ces éco-gestes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les dispositifs permettent d'aller au-delà, et notamment en incitant une évolution des pratiques métiers. C'est peut-être là où ils sont le plus puissants actuellement.
parce qu'il incite à innover à titre individuel dans l'exercice de sa fonction, parce qu'ils permettent de mettre en avant des pratiques alternatives qui vont ensuite pouvoir se généraliser, et puis parce qu'ils proposent parfois des cadres de réflexion collective sur ces pratiques métiers. Une entreprise où, par exemple, a été organisée une convention citoyenne interne, alors évidemment des pratiques métiers qui ensuite passent au tamis des managers. Sur la partie stratégie d'entreprise, business model, ce qui est intéressant de constater, c'est que les salariés revendiquent de plus en plus la possibilité de s'exprimer sur la compatibilité du business model avec l'écologie. Certains responsables voient positivement ces dispositifs comme une manière d'encadrer finalement cette expression, qui peut avoir une dimension risquée pour l'entreprise, mais on voit aussi que la présence de collectifs va nourrir des interventions plus spontanées et parfois radicales, et la prise en compte effective de ces expressions par les salariés est encore assez limitée au niveau des dirigeants. Les effets sur l'ensemble des salariés, on passe sur la droite de la slide, on voit que la participation à un dispositif de mobilisation écologique a clairement un effet positif parce que, excusez-moi, il va nourrir leur quête de sens au travail en luttant contre le sentiment d'éco-anxiété, en amenant de la fierté à participer, par exemple, à un atelier d'automne, on va le raconter ensuite dans son entourage, en créant aussi de la reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise. Mais surtout, c'est peut-être là le plus important, elle va installer au sein des salariés une culture partagée de la transition écologique qui va permettre un sorte d'alignement par le haut dans le groupe finalement de salariés qui va préparer un certain nombre de changements, qui va légitimer des changements qui peuvent être plus radicaux, que ce soit des changements impulsés par l'entreprise ou demandés par les salariés. Sur les salariés les plus moteurs, on voit que les effets sont plus ambivalents. Au départ, la mobilisation, clairement, va renforcer leur sentiment d'appartenance à l'entreprise, mais rapidement peut naître des frustrations qui viennent de la lenteur des changements et parfois d'un manque de soutien de la hiérarchie. Donc ces salariés moteurs, ils peuvent se poser la question des débouchés pour eux, et de leurs évolutions de carrière. On voit que dans certaines entreprises, ils vont s'orienter vers la RSE ou vers des postes à dimension plus écologique, mais parfois ils ne trouvent pas. Et donc, ils vont chercher leur salut ailleurs, dans des carrières militantes ou politiques, ou dans l'entrepreneuriat. Et donc, je crois qu'il y a véritablement aujourd'hui un enjeu pour les entreprises autour de l'attractivité pour ces profils qui me semblent être à haute valeur ajoutée pour les entreprises. On en vient à la conclusion. Donc, je propose ce nouveau néologisme, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu, de parler d'éco-taffeur. Donc, si je propose ça, c'est pour marquer un changement d'époque par rapport à la découverte de ce que j'avais appelé les transféreurs. Donc, on était plutôt autour de 2019, 2018, 2020. Ce que montre l'étude d'aujourd'hui, c'est qu'on est passé en quelques années d'initiatives isolées, peu soutenues par les entreprises, à des actions collectives organisées à travers les dispositifs qu'on a étudiés. Ces dispositifs, ils offrent différents niveaux d'engagement aux salariés, moteurs, relais, participants. On voit aussi que la mobilisation n'est plus seulement impulsée par les salariés eux-mêmes, mais par les entreprises aussi, notamment avec l'action de la RSE. Et puis, on voit également que toutes les entités de l'entreprise sont susceptibles d'être concernées, COMEX, managers d'équipe, direction support, sites locaux, fonctions métiers diverses. Et donc, on est face à une galaxie d'éco-taffeurs, manifestation dans l'entreprise de ce que le sociologue Bruno Latour a appelé la nouvelle classe écologique. On voit que ces salariés éco-taffeurs, ils sont porteurs finalement d'un nouveau rapport au travail dans lequel ils ne se voient plus seulement comme des travailleurs qui gagnent de l'argent qu'ils vont pouvoir ensuite dépenser pour la consommation chez eux. Non, ils se voient bien comme des acteurs des choix de l'entreprise,
hein, qui vont façonner finalement sa trajectoire écologique. Et ils font finalement bouger les rapports de force en interne, hein, c'est un sort de lobby interne en faveur de l'accélération de la transition écologique de la sphère productive. Alors, il ne faut pas non plus idéaliser ce phénomène, hein, c'est pour ça que j'aime bien dire que la mobilisation écologique des salariés ne va pas transformer les entreprises à elle toute seule, elle n'est pas toute puissante. D'abord parce que seulement une partie des salariés et des entreprises sont concernés. Moi, on a surtout travaillé sur des grandes entreprises, mais il y a d'autres travaux qui ont montré que les ouvriers, les employés pouvaient ressentir des remords écologiques, voilà, mais que ça se manifestait de manière différente. Deuxième peut-être limite, c'est l'inertie des organisations, pas seulement sur le sujet écologique. Hein, vous le savez, une organisation, c'est très difficile à faire bouger. Et en même temps, on est dans une course contre la montre sur ce sujet du réchauffement climatique et plus généralement des enjeux écologiques. Et donc, voilà, il y a un risque aussi d'essoufflement et de découragement qui guette ces salariés, même les plus motivés. Et puis, dernière limite, c'est ce modèle d'activité qui aujourd'hui reste un plafond de verre pour la mobilisation des salariés, puisqu'il est essentiellement de la responsabilité des dirigeants. Et donc, ça soulève la question du lien avec la mobilisation des dirigeants, parce que certains dirigeants sont eux-mêmes très mobilisés dans le cadre de démarches comme la Convention des entreprises pour le climat, Impact France. On a également Entreprises pour l'environnement qui a lancé une démarche été 2030, vous avez peut-être entendu parler. Donc des dirigeants d'un côté et du lien aussi avec les syndicats qui peuvent être impliqués dans cette évolution du modèle d'activité. Donc voilà sur les éléments de présentation de l'étude. On avait d'autres questions de sondage à vous proposer, le temps peut-être de faire un peu le point sur vos questions. Là, vous avez deux questions l'une après l'autre. Il faut appuyer sur la petite flèche pour aller à la deuxième question dans la fenêtre qui s'est ouverte. Vous avez répondu à la première. La première, c'est quel est le principal obstacle à la mobilisation écologique des salariés dans votre entreprise? Et la deuxième, quels sont les principaux impacts de la mobilisation écologique que vous constatez sur votre entreprise et ses salariés? Je ne vois pas les résultats, Anaïs, donc je te laisserai éventuellement commenter si tu les vois de ton côté. Non, je n'ai pas les résultats non plus. Alors, sur la question 1, quel est le principal obstacle? Ce qui ressort en large majorité, c'est l'absence de temps dédié, 61%. Et puis, en deuxième, un peu loin derrière, c'est le manque d'exemplarité et de sensibilisation des dirigeants, 19%. Pour la deuxième question, quels sont les principaux impacts de la mobilisation écologique? Il y a à la fois plus de sens au travail, un tiers des répondants. Ça bouge encore. Et ensuite, de manière équivalente, les autres propositions. Est-ce que tu veux faire un commentaire là-dessus ou... Non, bah pour dire qu'en tout cas sur l'obstacle, ça rejoint effectivement ce qu'on a pu ressentir dans les échanges autour de la valorisation de cette étude, c'est-à-dire l'intérêt de réfléchir à un créditant écologique, voilà, pour libérer un peu cette énergie aujourd'hui présente dans les entreprises. Avant de passer aux questions, parce que là j'ai fait une présentation évidemment très synthétique, juste vous redire que voilà, cette étude elle a donné lieu à de
nombreuses productions écrites. Donc on a une synthèse, mais on a également des rapports détaillés à la fois sur le panorama des dispositifs, leur fonctionnement, et puis sur, on va dire, plutôt les effets dans les entreprises, l'appropriation dans les entreprises. Et également quelque chose qui peut être assez opérationnel, c'est des fiches sur les dispositifs qui font partie du panorama. Donc c'est des fiches synthétiques de 3 pages voilà, qui décrivent ces 12 dispositifs, même si évidemment c'est pas exhaustif. Et puis voilà, on a eu l'occasion de parler de l'étude dans différents médias. Et donc on a remis les liens des principaux ici. Est-ce que Géraldine ou Lydie, il y a des questions Oui, il y a eu beaucoup de commentaires, surtout au début, et on sent que les participants sont déjà très engagés finalement, et relaient aussi des dispositifs dans lesquels ils sont. Ils ponctuent et ils ont commenté tes propos, donc ça, je vais pas les reprendre. Ce que je note surtout, c'est des questions sur la mesure de l'impact de ces réseaux, la prise en compte des sujets RSE dans l'entreprise. Est-ce que finalement, quand on fait des fresques, est-ce que c'est transformatif dans l'entreprise en termes de durabilité? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'on peut les mesurer? Plusieurs questions sont sur ces questions d'impact. Et puis, les participants s'interrogent aussi sur le fait qu'il y a un replay. Oui, ce webinaire est bien en direct enregistré, donc il y aura un replay à disposition. Des informations aussi sur des webinaires que l'on peut suivre sur la CSRD, notamment sur YouTube. Donc, chacun pourra les regarder. Ça, ce sont plutôt des commentaires. Essentiellement, donc, des questions sur la mesure de l'impact de ces réseaux et la prise en compte, Gaëtan, pour toi, ce matin, enfin cet après-midi, pardon. Alors, merci. Effectivement, donc sur la mesure de l'impact, enfin, on a bien identifié comme on va dire comme une piste de recherche qui sort aussi de cette étude-là, parce qu'en tant que telle, la méthodologie de l'étude, elle peut pas vraiment appréhender les impacts, en tout cas pas de manière quantitative. Voilà, donc elle permet de mettre à plat finalement un certain nombre d'impacts possibles, mais elle ne permet pas de les quantifier. Donc peut-être que tu pourras en parler, Anaïs, mais voilà, il y a des réflexions, je Oui, crois. on va lancer des travaux à l'ADEME cette année sur les questions d'évaluation de ces dispositifs de mobilisation. Alors pas forcément sur l'impact dans l'entreprise, pas forcément sur le sujet de l'entreprise, mais plus globalement, voilà, tout ce qui est atelier, fresques, les réseaux, etc. L'idée, c'est de pouvoir d'abord outiller pour faire des évaluations des actions que les porteurs lancent, mettent à disposition, et puis de pouvoir faire un petit benchmark de ce qui existe en matière de connaissances justement sur les effets que ça peut avoir. Donc ça devrait être disponible plutôt début d'année prochaine, je pense. On voit en tout cas que certains dispositifs, notamment ceux qui sont de type plateforme digitale, euh, comptabilisent, c'est leur mode de fonctionnement, ça fait partie de leur valeur ajoutée, comptabilisent pour les entreprises les actions écologiques menées par les salariés. Et donc, je voyais que par exemple, l'ACA voilà, affichait récemment le chiffre de 50 000 actions menées dans le cadre de la plateforme. Donc, les dispositifs, certains d'entre eux en tout cas, disposent aussi de données sur la mesure de leur impact. Sur la deuxième question, que je résumerai comme est-ce que le fait de faire des fresques, ça a bien un impact concret sur les entreprises? Bah, je dirais que si c'est faire juste une fresque du climat, probablement que ça va pas suffire. Peut-être que ça va amorcer une transformation culturelle. Mais justement, tout l'intérêt de cette étude, c'était d'aller regarder ce qui se cachait derrière la fresque. Parce que c'est vrai que la fresque du climat a ouvert un certain boulevard
pour ces dispositifs-là a connu un vrai succès, y compris dans les entreprises. Certaines entreprises vont quasiment généraliser à l'ensemble de leur personnel. Mais derrière, ça, ça a pu amener certains salariés à rester sur leur faim, voire à rester sur leur angoisse. Hein. Et donc, voilà, il y a tous ces dispositifs-là qu'on a commencé à brosser, qui ont émergé en se positionnant moins sur la sensibilisation aux enjeux que sur les modalités du passage à l'action. Hein. Et donc, justement, c'est intéressant de voir comment, dans certaines entreprises, on va avoir différents dispositifs se combiner pour former des sortes de parcours, parce qu'effectivement, il y a certains dispositifs qui vont être plus adaptés à des salariés déjà très engagés, et d'autres qui vont être plus mainstream ou s'adresser à une cible beaucoup plus large. Donc les responsables RSE ont aussi voilà, cet enjeu à bien combiner finalement les différents types de dispositifs pour les proposer aux salariés. Et puis Gaëtan, dans le film... voulais- Vas-y, Charline. Oui, il y a une remarque qui était intéressante aussi, Gaëtan, que je voulais partager à l'ensemble des participants, c'est sur la mobilisation des salariés qui travaillent à des horaires décalés, qui sont plus compliqués à mobiliser précisément, comment on les intègre dans ces collectifs. Est-ce que tu as vu quelque chose lors de tes entretiens sur cette catégorie de salariés aux horaires atypiques, comme on dit à l'ORS? Alors, pas directement, mais par contre, ça renvoie à la difficulté ou à la moindre mobilisation supposée, en tout cas, des employés, des ouvriers. Voilà, des personnes qui peuvent être face aux clients. Alors, je pense par exemple à des vendeurs, voilà, des personnes dont le temps est compté de manière très précise. Je pense notamment au centre d'appel ou à des lignes de production. Voilà, et c'est à mon sens pour ça qu'on voit aussi que chez les cadres, ça bouge plus. Bah, c'est quand on n'a pas une liberté d'organisation de son temps dans le travail, ça devient plus difficile voilà, de s'engager sur ces sujets-là. Donc il y a vraiment une question, effectivement, et un défi autour de voilà, comment aller chercher aussi ce type de salariés dont plutôt profil ouvrier employé, qui n'ont pas les mêmes conditions de travail. Sur la question du temps, il y avait aussi une autre question sur, tu as parlé un peu des crédits temps, ce genre de choses, mais qui demandait quels seraient les moyens pour permettre de dédier ce temps plus facilement. Heures de délégation d'élus, commission sur le temps de travail, etc. Est-ce que des pistes à partager? Quels sont les moyens bah, il y a, alors il y a effectivement le syndicalisme qui est un moyen pour disposer de temps et c'est un peu le pari que fait le printemps écologique et qui marche dans certaines entreprises puisqu'ils ont eu la difficulté, c'est le coût d'entrée finalement dans cette stratégie-là. Hein, parce qu'être élu syndical, bah, c'est tout un engagement très global, ça demande une forme aussi d'évolution de carrière. Après, est-ce qu'on peut penser des formes d'engagement peut-être moins impliquantes, un peu plus light? C'est ça qui me paraît important. Donc il y a les dispositifs type vendredi qui, eux, vont proposer, alors je ne sais plus exactement le nom, mais c'est une forme de mécénat. Voilà, c'est du temps qui est dédié par l'entreprise, euh, mais en fait, c'est un temps qui est dédié à des associations voilà, à l'extérieur de l'entreprise, et donc c'est pas forcément un temps de transformation de l'entreprise et des collègues. Donc là, voilà, moi je crois qu'il y a une réflexion à mener sur comment les entreprises, voilà, comme on accorde des RTT finalement à des salariés, pourraient dégager du temps pour certains salariés, peut-être plus engagés, plus moteurs, plus relais, et qui voilà, qu'ils aient cette dans leur fiche de poste, dans
dans leurs objectifs qu'ils aient cet élément-là, parce qu'au-delà du temps concret, c'est aussi une forme de reconnaissance dont ils ont besoin et de valorisation pour ne pas se décourager. Et un statut aussi qu'on leur donne pour pouvoir aller rencontrer des autres salariés, discuter avec des directions qui pourraient être impliquées. Ok. Lydie, de ton côté, il y avait une question, une dernière question? Non, il y avait deux questions, l'une encore très proche des questions de pratique métier, notamment effectivement pour les personnes qui sont en travail posté, mais est-ce qu'on a des illustrations très locales de pratiques métiers qui ont évolué? Est-ce qu'on a observé des choses au niveau des branches professionnelles et puis est-ce qu'on a observé une dimension genrée de l'engagement des collaborateurs? Alors, je commence par la fin. Sur la dimension genrée, je peux pas faire de statistiques à travers un échantillon de 30 personnes. Je vais pas me risquer là-dedans. Et puis en plus, il y a un certain nombre de biais du fait qu'on est avec des cadres. Donc voilà. Donc ce qui était assez fort, c'est la dimension générationnelle, plus que la dimension genrée. C'est ça qui est ressorti. Elle reste encore à vérifier statistiquement, mais en tout cas dans le calier, elle est ressortie fortement. Sur la partie branche professionnelle, on avait l'hypothèse au départ qu'on allait trouver une mobilisation plus forte dans des entreprises dont les métiers étaient déjà en lien avec l'écologie, l'environnement. Donc ça s'est confirmé, mais c'est loin d'être un facteur qui paraît exclusif ou essentiel ou nécessaire. Voilà, on a aussi trouvé de la mobilisation dans des entreprises dont le métier est difficile à raccrocher à l'environnement. Et aujourd'hui, voilà, la transition écologique, elle est tellement globale que finalement, tous les métiers peuvent trouver un lien avec l'environnement. Et puis sur le premier point qui m'échappe, Lydie, que tu évoquais. Alors, c'est vraiment sur le fait d'avoir des pratiques métiers que ce que tu disais qui soit transformatrice. Non, il y avait le rôle des branches professionnelles. Si on observait quelque chose au niveau des secteurs. Donc sur les secteurs, là, Oui. sur les métiers, sur les transformations des pratiques métiers, je peux donner des exemples concrets. Comment, par exemple, dans un magasin de bricolage, on va traiter les invendus qui pouvaient auparavant être jetés, et comment, à l'échelle du magasin, on va se réorganiser pour remettre ces invendus dans le circuit pour les revendre peut-être à un prix moins cher en les mettant en avant, hein, et pour limiter du coup la quantité de déchets. Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi former les vendeurs pour qu'ils mettent en avant les produits écologiques de leur gamme, que ce soit des peintures par exemple, ou que ce soit des appareils consommateurs d'énergie. Voilà, et donc ça, voilà, on voit comment il peut y avoir sur un métier particulier des changements concrets suscités par ces dispositifs. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a à peu près fait le tour et de toute façon, on arrive au terme de la réunion. Non, les gens continuent en fait en commentaire à échanger beaucoup de ressources sur ce sujet-là. Donc, c'est aussi très interactif dans le chat en fait, dans les discussions entre participants directement. Eh ben, merci à tous de votre participation active alors. Merci beaucoup.